quelle peut être l'opportunité de cette révision de la Constitution et l'instauration du poste de vice-président de la République. Pourquoi les camps se divisent aujourd'hui? Vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est normal que les camps soient divisés. Mais pour revenir à cette session parlementaire qui s'est refermée, qui aura quand même brillé par des changements majeurs à la tête des deux chambres parlementaires, Théodore Dato est désormais président de l'Assemblée nationale, Bakary Abdoulaye est président du Sénat. On ne s'y attendait pas. Vous aussi, vous ne vous y attendiez pas? Oui, vous savez, le président Paul Biya est connu comme un sphinx. Vous voyez, l'expression vient de ses contempleurs qui ont, à un moment donné, estimé que c'était une personnalité insaisissable. Maintenant, vous savez que pour comprendre cela, je voudrais d'entrée de jeu rappeler que ceux qui sont allés par adhésion accompagnés auprès du président Paul Biya ne peuvent pas l'expliquer. Mais ceux qui sont allés vers le président Paul Biya, parce que moi, dans mon cas, on ne m'a pas demandé de soutenir le président Paul Biya. Personne ne m'a convaincu pour le faire. Je me suis convaincu moi-même. Et lorsque vous avez compris ce choix, et pourquoi certains vont pour le président Paul Biya, vous pouvez expliquer cela. Je pense que le président Paul Biya, sur ce point bien précis, a donné la possibilité à certains de ses collaborateurs de montrer ce qu'ils savent faire. Et lorsqu'il a atteint certains objectifs, souvenez-vous, après la démission du président Amadou Ahidjo, j'ai encore en mémoire, c'était un jeudi, un soir du 4 novembre, lorsque le président a décidé, Ahidjo a décidé de démissionner de ses fonctions de président de la République, et il a insisté, il a souhaité que le pouvoir, dans cette succession constitutionnelle, modifiée en 79, revienne au président Paul Biya. Beaucoup n'ont pas compris à la base pourquoi ce choix avait été fait. D'entrée de jeu, il faut le dire, c'était un personnage assez particulier. Vous savez, le président Paul Biya, lorsqu'il accède le 30 juin 1975 aux fonctions de Premier ministre, je voudrais vous rappeler que le président Ahidjo disait qu'il faut faire attention, ne regardez pas le messager, mais celui qui mandate le messager. Ça veut dire que porter le président Paul Biya à la tête déjà de ce poste très important, il était clair que le président Amadou Ahidjo avisait contre ceux qui ne suivraient pas le président Paul Biya. Et ce n'était pas au hasard, un simple fait de hasard. En 1979, lorsqu'il modifie la Constitution et prépare, ça il faut le rappeler, un successeur constitutionnel, il est clair qu'il avait déjà vu une personnalité politique, comme on le dit souvent, qui connaissait profondément l'État. Et quand on l'a vu depuis 44 ans, en novembre prochain de pouvoir, il est resté imprévisible, il est resté insaisissable, et 34 ans après, qui peut douter un seul instant que le départ de Kavaïgué Djibril soit arrivé à point? 34 ans quand même, à côté d'un homme comme le président Paul Biya, qui vous a fait confiance et qui vous a systématiquement reconduit à la tête du Parlement. Il faut plutôt saluer cela. On a le même cas pour le président Nyadi Fendi. Je crois que lorsque vous faites la conjonction des faits, vous comprenez que le président Paul Biya nous prépare à un autre destin. Je me souviens, et ça je vais vous le dire entre deux couloirs, au congrès de septembre qui s'est tenu les 15 et 17 septembre 2011. Dans les couloirs, le président, avant de monter sur la tribune, disait qu'il est temps qu'il y ait de nouveaux acteurs dans le jeu politique. Il a fait entrer les Ateba Yéné, les Messanga Nyamding et bien d'autres. C'était un ballon d'essai. Et je voudrais vous dire que lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les départs de M. Kavaï et de Nyadi Fendi, le président a corrigé un tir qui était très important parce que notre section au comité central n'avait pas plus beaucoup de gens qui étaient proches de lui. Parce qu'ils étaient constitués déjà en seigneurs et ils estimaient que, tiens, ce monsieur prépare quelque chose contre nous.
il a stoppé cela. Même lorsqu'on nous a exclus, même lorsqu'on a traîné les uns et les autres dans la boue, il a compris qu'il ne fallait pas très vite bousculer le sérail. Et là, vous voyez que dans la progressivité en relation avec votre question, il est temps de comprendre que le président a dit quelque chose. Et ne l'oubliez pas, à la fin du congrès de 2011, porté par le ministre René Emmanuel Sadi, il est temps qu'on pense aux générations futures. Vous savez, tous ces gens qui sont là, vous verrez que beaucoup n'ont jamais été militants. Mais ça a finalement pris beaucoup de temps. Entre 2011 et 2026, ça a quand même pris beaucoup de temps. Et c'est ça l'homme Paul Biya. Je vous ai dit que moi, personne ne m'a convaincu à soutenir le président Paul Biya. Je me suis convaincu moi-même. Et quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez comprendre des choses invisibles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose en relation avec l'histoire de la République française. La France a eu un roi que l'on a appelé Louis XVI. Vous savez, Louis XVI est arrivé très très jeune. Hein. Il avait à peine 20 ans, 19-20 ans. Et l'une des erreurs de Louis XVI, même si les gens l'appellent le roi soleil, c'est que il a construit Versailles. Pour ceux qui nous regardent, allez visiter ce joyau. Et le palais de Versailles a attiré autour de lui, je vous parle ici de l'erreur de Louis XVI, a attiré beaucoup de seigneurs qui se sont constitués autour de Louis XVI. C'est-à-dire que la gouvernance n'était plus décentralisée. Il a concentré autour de Versailles ce qu'on appelle la seigneuriale, c'est-à-dire des petits présidents, et les gens ne remontaient plus les informations. À l'instar de M. Paul Biya, qui vraiment... Vous voyez qu'il est arrivé à cette situation-là. Il est arrivé à une situation... Les petits seigneurs se sont constitués. Et autour de lui. Devenu un problème. Et il s'est donc rendu compte que la base n'avait plus l'information. Parce que vous savez, quand vous voyez un peu la France historique, comparée à ce qu'on vit au Cameroun, pour comprendre le président Paul Biya, il faut connaître l'histoire de la France, l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de l'humanité, et aller même chercher dans la Grèce antique et à l'Égypte antique. Vous allez voir que la durée au pouvoir est un atout. Un atout? C'est un atout. Vous pensez? Mais écoutez, est-ce que ce n'est pas cette durée au pouvoir qui a fait naître tous ces seigneurs qui sont devenus des petits rois, qui ne se sentaient plus obligés de transmettre la bonne information horizontalement ou verticalement? Et tout simplement parce que l'erreur de Louis XVI, que Paul Biya est en train de corriger. Après l'avoir commise quand même aussi. Après l'avoir commise, la durée. Parce qu'on est dans la correction. Et l'établissement des seigneurs autour de lui. Vous allez voir que quand vous visitez la construction de la France monarchique, à un moment donné, c'est que il y avait des corporations. C'est-à-dire les cordonniers, les ébénistes et autres. Et lorsque Louis XVI avait besoin de quelque chose, il saisissait ces corporations qui pouvaient, à un moment donné, lui transmettre l'état du pays. Mais malheureusement, avec Versailles, où il a regroupé autour de lui tous les seigneurs, il ne pouvait plus transmettre l'information. C'est ce qui est exactement arrivé auprès du président Paul Biya. Et vous allez voir qu'à un moment donné, lorsque cette monarchie française a été bloquée, comment Louis XVI a fait pour s'en sortir? Il est allé s'appuyer sur les banquiers. Et la plupart des banquiers de cette période, c'était qui? C'était les grands réseaux, à la fois maçonniques, constructivistes et autres, qui avaient saisi le pouvoir. Et vous allez remarquer quelque chose pour terminer dans cette illustration. Même dans le monde, les présidents peuvent changer au sein des États. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment les présidents changent et les lobbies sont toujours là? C'est ce que Paul Biya a compris. C'est-à-dire, lorsqu'en 2007, vous savez, ça relève du mystère, ce que je vous explique aujourd'hui. Lorsque vous observez bien la scène internationale, vous prenez Donald Trump, vous prenez Clinton, vous prenez les autres. Mais comment ils deviennent président des États-Unis? C'est des gens qui n'ont que 2 mandats. C'est le modèle occidental. C'est-à-dire qu'avec 2 mandats, on dit tel est venu, tel est reparti. En France, pareil, avec Macron, Mitterrand et les autres. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment ces gens font
pour accéder au pouvoir et pour partir avec de nouvelles personnes. C'est vous le chercheur. Bon, si vous vous êtes posé la question. Et c'est là où je vous dis, donc, comment ils font donc? Il y a donc ces lobbies au Cameroun qui ont confisqué l'État, qui contrôlent le système économique, le système social, la prise des décisions. Parce que Paul Biya a mis long au pouvoir. Il s'est dit aujourd'hui... Et là, donc, ce n'est plus un atout. À la fin, long au pouvoir. À la fin, c'est un atout. C'est ce que je vous démontre. Parce qu'il s'est dit, regarde tout ce que nous avons fait. Qu'ai-je obtenu comme résultat? Le contrôle du pays par les autres. Il dit, n'est-il pas temps que jusqu'au bout, je vous donne un successeur? Vous savez, c'est une analyse épistémologique. On va arriver sur le successeur. Qui relève là? On va arriver sur le successeur. Maintenant, revenons à la situation où on a l'impression que tout est bloqué. Finalement autour du président. Est-ce que pour régler ce blocage, il est obligé de changer Kavaïgué Zibril ou Niadji Fendi Marcel? Est-ce qu'il ne tourne pas autour du pot sans attaquer le véritable problème, là où il y a le vrai blocage? Il se détache de la seigneuriale. Oui. Il se détache des seigneurs. Je vous dis... Mais ça ne débloque rien finalement. Ça va débloquer quelque chose... Si vous comprenez à un moment donné, écoutez, je vous fais remarquer ce qu'on peut appeler une contradiction présidentielle. Ouais. En 2007, devant vos confrères de Monte Carlo, de France 24. France 24, il est à France 24. Vous vous rappelez cette interview où il dit que le Cameroun n'est pas une monarchie. C'est une prise de position institutionnelle. Une vision d'un homme qui, dans sa dimension initiatique, est convaincu que, bon, les gens sont matures, ils sont prêts à choisir eux-mêmes leur successeur, même s'il a lui-même été un président successeur. N'oubliez pas que, quand vous allez lire en profondeur un ouvrage que je vous recommande, je crois que Charles Ndongo, s'il le suit, il peut le ressortir. Allez lire un petit ouvrage, interview du président Paul Biya avec Charles Ndongo, intitulé « Le Nouvel Élan ». Mais le président constate que dedans, il y a 3 types de chefs d'État en Afrique. Les successeurs, lui-même, Diouf au Sénégal. De l'autre côté, les héritiers, les royaumes et les chefs de guerre. Partant de là, il décide qu'il n'y aura pas ce type de succession. Il va à France 24, il le dit. Il dit non, c'est terminé. Plus de chefs d'État successeurs, pourtant j'en étais un. Regardez le temps. 2007, 2026, ça fait près de 20 ans. Hein. Il revient sur sa décision pour une seule raison. La lutte de pouvoir, la bataille de succession doit prendre fin. Maintenant, est-ce qu'on peut justifier cela? C'est pourquoi j'ai... Alors, là, je voulais convoquer le biaïste. Il dit que le Dauphinat n'est pas démocratique. Oui. On reste dans la succession démocratique. Quelques années plus tard, vous dites qu'il est en train de construire finalement la succession. Il semble revenir sur ses propos. Est-ce que c'est parce qu'il a créé des monstres qui sont devenus beaucoup plus forts, beaucoup trop forts pour lui, qu'il est obligé lui-même de vouloir assurer la succession? C'est exactement ça. Il se dit, à un moment donné, au regard des lobbies, au regard des pressions, regardez à un moment donné, mais elles sont manifestes. Souvenez-vous, avant l'élection présidentielle, de tout ce qu'il y a eu comme mobilisation et soi-disant soutien de masse avec toutes les délégations qui sont arrivées au palais. Avec ces consultations, entre guillemets, sur son autorisation. Je suis convaincu, avec le temps et la maturité, que les gens ne pouvaient pas entrer au palais sans l'avis du président. Les corporations lui ont dit, il faut cela, ça va marcher. Il a dit, allez-y. Il a dit, allez-y. Et bien avant, la candidature de Moïse Kamto a été bloquée de manière particulière, je dirais même kafkaïenne. Tout le monde l'a vu. Quelque temps après, toujours dans le même élan, on a vu des gens se constituer en soutien, y compris des personnes qui ont fait croire que dans l'opposition, tant qu'on n'est pas unis, rien ne pourra se faire. Chirouma se présente
Et vous avez vu vous-même le résultat de cette élection, 36%, contesté par Chiroumad, qui dit d'ailleurs qu'il a gagné l'élection présidentielle. Le président a cumulé tout ça. Donc ce sont les faits. Et vous allez vous rendre compte que, après l'élection, toujours avant l'élection, il faut qu'on termine avec cette dimension préélectorale, il y a eu des agressions barbares. On a vu le ministre d'État, Jacques Famendongo, venir injustement contrarier le très respectable ministre René Sadi, qui a rappelé chez vos confrères de RFI que c'était 50-50. Vous croyez que c'était quoi? C'était quoi? C'était l'insolence dans la bataille de succession. Ils discutaient quoi? Mais ils se battent pour que certains donnent l'impression qu'ils sont plus proches du président, qui veulent confisquer pour eux et empêcher les autres d'en parler. C'est ça qu'on appelle la bataille de succession. Au plus près du prince. Celui qui ne dit que du bien de lui, et celui qui refuse même de dire parfois ce que le prince dit pour prévenir. Et vous avez vu une deuxième bataille. Lorsque le ministre René Sadi s'est retrouvé au secrétariat général à la présidence, il a quand même eu le courage d'État, le courage ouvert de dire que, attention, ce que vous dites, ce n'est pas toujours le président. Nous avons travaillé avec lui, il n'est pas capable de le dire. Le président a cumulé tout ça. Mais ce qui compte, ils sont allés aux élections. Quel a été le résultat? La catastrophe. Le président s'est rendu... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes où il y a eu des doutes. Pour comprendre ce qui se passe maintenant. Oui, parce qu'il y a eu des doutes. Il n'y a pas que René Sadi qui a posé des questions. On a eu Laurent Esso qui s'est pratiquement opposé aux hautes instructions. On a également eu pratiquement des bagarres ouvertes autour de cela. Et les doutes existent jusqu'à aujourd'hui, même après l'élection, où d'aucuns pensent même que ce projet de loi ne viendrait même pas du président de la République. Mais la position de Zengele est là pour l'affirmer. Vous voyez que nous sommes là dans l'implosion des castes seigneuriales. Oui. Certains vous disent, moi c'est terminé, c'est pour moi. D'autres disent, mais attention, le président est encore là. Et d'autres disent, même ses pires adversaires disent, portons-le encore. Et vous allez voir même qu'il y a un syndicat des intellectuels radicalement opposés au président, dès sa prise de pouvoir, jusqu'aux années 2020, qu'ils sont tous pour. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais Zengele vient vous dire que, mais attention, moi j'ai eu des échanges parfois avec le ministre Zengele. Je me permets quand même, il me dit que, mais attendez, lorsque vous voyez un conseiller spécial, le doyen des conseillers spéciaux qui était un ancien opposant dire, je soutiens cela. Vous voyez mon frère et ami qui est un vice-recteur, qui était contre la révision constitutionnelle, en 2008, qui dit, je soutiens cela. Ça devient suspect. Vous avez un ministre délégué, mon frère et mon ami ministre délégué à la justice, qui a craché totalement sur la révision constitutionnelle, il vous dit, je soutiens cela. Mais comment voulez-vous que Zengele n'en doute pas? Il dit, mais attendez, est-ce qu'ils soutiennent pour finir avec le président? Ou ils le font vraiment parce qu'ils sont sincères? Il trouve que c'est suspect et il le dit clairement. Mais il le dit. Que le président lui-même vienne nous dire. Nous devons l'analyser. Oui. Comment vous expliquez cet amour subit pour les positions du président? Sans compter qu'entre-temps, ils ont coupé les têtes à tous les soutiens clairs du président. Je ne sais pas si vous voyez un peu que lorsque dans un amphi, vous ne pouvez plus mobiliser pour dire les missions fondamentales du droit, à l'effet de montrer que si le président le dit, il a raison. Si les opposants lui disent, ils ont raison. Techniquement, c'est ce que je voudrais un peu vous expliquer. Regardez. Moi, je ne voudrais pas condamner l'opposition fondamentale, le monde dite, qui s'oppose à cela. Je vous dis que cette opposition a raison. Pourquoi? Et je vais aussi vous dire pourquoi le président a raison. Cette opposition pense que c'est une transition. On est en train de sortir des lignes de la démocratie. De la démocratie. La démocratie supposait une élection. Mais là, ils ont l'impression qu'on est en train de faire la passe. C'est que le cas fait le gré à gré de prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un qu'on aura choisi. Et c'est là où je vais arborer ma casquette de professeur de droit public et des sciences politiques. Allons-y, professeur. Vous savez que dans les écoles de droit, on a deux types d'acteurs.
On a un premier type d'acteurs qu'on appelle les puristes, les rigoristes, les dogmatiques. C'est-à-dire ceux qui estiment à un moment donné que lorsqu'on dote un pays d'une loi, c'est une règle de jeu qu'on ne doit pas modifier. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, lorsque vous allez voir les pères même de la Constitution française, les doctrinaires, ils vous disent qu'une Constitution a deux missions, comme le droit. Réguler et garantir la cohésion et renforcer la démocratie, privilégier même le simple principe de séparation du pouvoir. Oui. Entre-temps, je voudrais vous ajouter quelque chose en guise d'illustration. Lorsque vous visitez la Constitution française, moi je suis un ancien de la faculté de droit de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, j'ai appris à la base que la Constitution du 4 octobre 58 était la 14e Constitution dont s'était dotée la France. Ça veut dire que en France, ils ont modifié cette Constitution 14 fois, au moins. Mais je voudrais vous dire quelque chose, pour rester dans la première vision. C'est la Constitution qui est dynamique. Celle des dogmatiques. Bon, alors, les dogmatiques ont dit à l'époque, oui, De Gaulle nous a donné une Constitution avec un seul objectif, stabiliser le pouvoir présidentiel. Mais vous savez que lorsqu'ils ont adopté la Constitution le 4 octobre 1958, je crois 4 ans après, en 62, De Gaulle se rend compte que, mais tiens, on a modifié la Constitution qui a été à l'origine de l'instabilité de la 4e et de la 3e République. Et on a oublié de stabiliser la France parce que l'élection du président de la République française dépendait encore de sa majorité à l'Assemblée. De Gaulle revient, et ce qui est extraordinaire, il dit, nous allons stabiliser le pouvoir présidentiel et par conséquent le pouvoir de la nation. Parce que si vous allez lire l'article 5 de la Constitution française, il était déjà écrit, article 5, le président est garant de l'intégrité territoriale. Et De Gaulle se rend compte que comment il peut être garant s'il dépend encore du Parlement. Parce que quand le Parlement, le président était minoritaire, il tombait. Il dit, on va réviser. L'élection présidentielle va désormais se faire au suffrage universel. Ça veut dire que le sacro-saint principe de séparation stricte des pouvoirs, où on parlait d'un pouvoir exécutif bicéphale, deux têtes, Premier ministre et président de la République, dépendait encore de l'Assemblée, alors que l'Assemblée avait son pouvoir. Ils ont même d'ailleurs mis dans l'article 20 de la Constitution française, je cite, le Premier ministre conduit et détermine la politique de la nation. Article 21 de la Constitution du 4 octobre stipule, il est responsable devant le Parlement. Alors De Gaulle s'est dit, mais comment admettre cela? Ça veut dire que si le président n'a pas de majorité, il tombe avec le Premier ministre. Il adopte donc en 62, dans cette révision, l'élection présidentielle va désormais se faire au suffrage universel. Alors, pour comprendre tout cela, c'est donc un président qui pense à l'encadrement de son pouvoir. Oui, mais suivez. C'est cet esprit qu'on a un peu avec la modification de la Constitution. Alors, en relation avec le Cameroun, oui, le premier qui a crié gare, c'était François Mitterrand. Quelqu'un pour qui j'ai une admiration folle en politique, parce que j'étais un homme de gauche. Je demeure un homme de gauche en France. Mitterrand dit, coup d'État permanent. Coup d'État permanent. Et il mobilise tout le monde, pétition et autres. Ça n'a pas marché. Mais ce qui est extraordinaire, Jean-Jacques Zé, le 10 mai 1981, Mitterrand devient président de la République. Il n'a pas modifié cette constitution. Ça veut dire que le dogme, quand je dis que ceux qui contestent, les juristes, j'ai écouté le ministre Camteau, j'ai écouté l'une des plus brillantes juristes d'ailleurs de l'heure, Madame Oona Ferré, qui est très brillante, Oona Ferré, félicité. J'ai écouté, ils ont raison. Pourquoi? Sur quel point? Sur quel point ont-ils raison? Puisqu'ils évoquent la démocratie, l'absence de démocratie. C'est pourquoi cette succession qui est en train de se mettre en place ne se passe pas selon les normes démocratiques qui auraient supposé un choix démocratique
électorale. Mais là, ils pensent qu'on est sorti de ce cadre qui était pourtant prévu dans la Constitution qu'on est en train de modifier. Vous voyez pourquoi c'est un bon journaliste comme vous qui rend aussi un analyste grand. Vous vous dites pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, 1, issu de la tripartite, la Constitution Owona Joseph. Vous savez, quand je faisais mes études de droit à la Sorbonne, on nous parlait de la Constitution Michel Debré. Elle était commandée par le général de Gaulle. Mais lorsqu'on dit Constitution Owona Joseph, c'est lui qui préside le comité technique. C'est-à-dire, au cours de ce comité technique, il y avait Bipounwoum, le professeur Ngango, et puis il y avait Konchou, entre autres. Mais le président du comité technique de la Constitution du 18 janvier 1996, c'était bien le professeur Owona Joseph. C'est pourquoi on parle de la Constitution d'Hébré, on parle de la Constitution Owona. Alors vous dites pourquoi? 1. Le verrou de la limitation de mandat a été levé en 2008. En 2008, oui. Cela signifie que ceux qui disent non, ils disent mais c'est pas possible. Pourtant, cet aspect-là à la tripartite était fondamental. La était limitation fondamental des mandats. Nous sommes d'accord. Oui. Mais quel était l'enjeu pour ceux qui disent non, 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 on dénonce cela. C'est un hold-up. C'est depuis la démocratie. C'est la monarchie. Ils ont raison. Vous savez pourquoi? Ils aspirent à être au pouvoir. Même s'ils ne peuvent pas tenir. Même s'ils ne sont pas fondés à comprendre les enjeux. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Oui. Mais le souci est qu'ils disent qu'il n'y aura plus d'alternance. C'est une monarchie. Deuxième point. Ils n'ont pas tort. Si on va sur ce point qu'il n'y aura plus d'alternance. Mais c'est ce que je vous ai parlé des missions du droit. Oui. Ce sont les dogmes, ce sont les rigoristes. Nous les appelons les puristes. C'est pourquoi je me sens très bien dans ma casquette de professeur. Je parle au monde. Je parle aux Camerounais de l'opposition et du pouvoir. Ils ont raison. Ils disent c'est fini. Nous n'allons plus accéder au pouvoir. Parce qu'ils estiment que le pouvoir est bloqué autour d'un seul homme et d'un même système. Deuxièmement, vous savez, certains ont évoqué l'article 63 de la Constitution du 18 janvier 1996. Généralement, parfois avec légèreté aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas comment défendre en réalité le projet présidentiel. Mais ils ont oublié que l'article 63 qui dit les conditions, qui prescrit les conditions de modification, c'est-à-dire que projet de loi ou encore référendum, est un principe. C'est une prescription. Mais quand vous allez lire l'article 64 de la Constitution, il y a 3 indicateurs importants qui sont aussi en faveur de ceux qui disent non. Ils disent, on peut le faire, donc modifier. On ne peut pas modifier si l'intégrité territoriale est menacée, si l'unité du pays est menacée, mais il y a un 3e élément, si la démocratie est menacée. Alors, parce que vous avez dit que les missions d'une constitution, c'est ça, réguler, stabiliser, mais garantir la démocratie. Et garantir la démocratie. Ce 3e point qui est problématique. Bon, alors, ils vous disent, il n'y a plus de démocratie. Article 64. Personne ne peut venir nous jurer la main sur le cœur que il n'y a pas de fondement objectif de dire que c'est pas normal. Oui. Pour ce camp, le camp des dogmatistes, les rigoristes, les puristes, ça existe. Vous savez, aujourd'hui, comme je le dis maintenant de plus en plus, quand nous entrons dans les amphis à l'étranger, on dit aux enfants, prenez vos tablettes, prenez vos portables, prenez tout ce que vous avez comme instrument, Google et autres, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement aussi est devenu dynamique, le professeur est là, il interprète certains faits, certains contenus, et spontanément, vous pouvez vérifier ce qu'il dit. Aujourd'hui, même lorsque nous sommes sur les plateaux, on ne peut plus mentir. Vous voyez, étant avec vous, les gens peuvent dire, mais c'est quoi ces dogmes? C'est quoi ces rigoristes? C'est quoi ces puristes? Ils vont comprendre que leur fondement est clair. Ils disent, ils ont confisqué le pouvoir, ils ont bloqué l'alternance, ils ont bloqué la démocratie. Mieux encore, conformément à l'article 6 de la Constitution, le président de la République est élu au suffrage universel. Voilà pour cette tendance, on ne peut pas leur en vouloir dans tout système politique, sérieux, ouvert. Il y a les rigoristes, il y a les puristes. On n'a pas à se battre et croire que c'est la fin du monde.
Mais de l'autre côté également, il y a l'analyse dynamique. Il y a les fonctionnalistes. L'un des pères, du moins pour ce qui concerne les pays francophones et ailleurs, de cette dimension, au-delà de Salif Akbo et les autres que je ne vais pas citer, et notre perception même villageoise, je dis bien villageoise, de la gouvernance. Quand je dis villageoise, dans nos pays, dans nos villages, je suis un chef traditionnel, vous voyez que les gens qui viennent vous dire il faut la démocratie, il faut l'alternance, quand ils vont dans leur village, le chef crache sur leurs mains, ils essuient, ils avalent, ils ne réclament pas l'alternance. Donc on peut aussi comprendre qu'il y a un modèle colonial, il y a un modèle englobant qu'il faudrait faire attention. C'est-à-dire que le modèle, lorsqu'on vous dit, j'ai écouté le ministre d'État Laurent Esso, il vous dit, tout ce que vous dites là, vous pouvez les reprendre sous forme de projet de loi. Ça veut dire que si je m'appuie sur certains travaux objectifs, ce qu'on appelle l'objectivisme juridique, aucune constitution n'est une évaluature. Oui. Et une fois que vous êtes aux affaires, vous modifiez parce que vous recherchez la stabilité de l'État. Vous êtes sûr qu'on est dans le cas de la stabilité de l'État? J'en arrive alors. Ce n'est que la stabilité du pouvoir et la conservation du pouvoir. Bien. C'est pas pareil. Oui, mais attention. Oui. Nous avons eu des indicateurs. Rappelez-vous, un temps soit peu, il y a une période où on nous a dit que le président était mort. Mais je peux vous assurer que les gens, la première question que se posaient certains, où est actuellement le président du Sénat? Vous vous rappelez? Il y avait des tensions. Regardez récemment même, lorsque nous sommes... On aurait supposé que le problème était réglé une fois que un nouveau président était à la tête du Sénat, on dit, beaucoup plus dynamique. Nous allons voir comment ils vont organiser cette affaire-là. Ouais. Parce que n'oubliez pas quelque chose. Il y a un président qui donne l'impression qu'il reprend les choses en main. Et la dimension ici, si on s'en tient, le père du pouvoir fonctionnel en zone francophone, c'est Maurice Duverger. Il vous dit que le changement pour le changement ne sert à rien. Le changement pour la stabilité sert à quelque chose. Ça veut dire quoi? Pardonnez-moi. Le président se dit, si vous voyez, lisez, il y a 3 articles importants qu'il faut aussi interpréter. À l'effet de démontrer quoi? De démontrer que, 1, le président dit plus de vacances. Je prends mes responsabilités. Ça peut changer après bien. Hein? Ne croyez pas que tout... Ce que certains doivent comprendre. Lorsque le pouvoir du président Paul Biya tombera ou ne sera plus en place, les autres seront libres aussi de changer. Mais pour l'instant, parce qu'il est là, ça c'est le deuxième camp, à qui je donne aussi raison. Paul Biya me dit, écoutez, ça fait qu'en 4 ans que je suis là, j'ai observé les corporations, j'ai observé autour de moi, j'ai vu de l'anarchie, j'ai vu la bataille de succession, j'ai vu le danger d'un vide constitutionnel concernant la succession immédiate. J'ai l'article 2 de la Constitution qui me donne la possibilité de porter ma vision de l'État. Parce que aujourd'hui j'exerce le pouvoir, même si ces élections ont été contestées. Et il dit, cette fois-ci, je vous donne un successeur. Alors, regardez la magnanimité de ce qui est en train de se passer. Et je n'entends pas beaucoup de doctrinaires, les juristes. Vous voyez la magnanimité dedans? Oui, parce que l'État a besoin de la magnanimité. Les rigoristes, oui. Les puristes. Et là, je suis un peu gêné. Tout le monde se posait la question de savoir s'il n'est pas là aujourd'hui, comment on fait. Mais lorsque... C'était prévu dans la Constitution. Oui, mais c'était un processus qui n'allait pas tenir. Pourquoi? Parce que les gens vous disaient que, en cas d'intérim, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est pas ce que les gens disaient, c'est ce que la Constitution dit. Oui, mais oui, non, je reprends l'interprétation des gens. Mais est-ce que c'est au-dessus de ce que la Constitution dit? Bon. Si on se met à écouter ce que les gens vont dire du matin au soir, et là vous venez de me donner une leçon dogmatique du droit. Alors si on reste donc dans le contenu constitutionnel, vous allez vous rendre compte que avec un environnement sociétal bouillant,
une contestation de l'ordre constituant, beaucoup trouvaient que le président du Sénat ne pouvait pas assurer cela. Comment? Parce qu'il y avait toujours des groupes factices qui allaient émerger. Toujours est-il que, dans le camp de ceux qui portaient la dimension fonctionnelle de l'État, je voudrais l'expliquer techniquement. Je prie vraiment nos téléspectateurs qui m'écoutent de comprendre que moi, ce qui m'a frappé en tant que professeur de sciences politiques et droit public, c'est qu'il y avait une vacance. Et je me suis dit, mais quand vous observez un peu l'escarcelle de l'État africain postcolonial, vous verrez que Jean-Jacques Zé, partout où les pouvoirs ont duré, il y a eu guerre civile après le chef. La Côte d'Ivoire, après au fouet. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je pense que pour moi, est-ce que cette expérience constitutionnelle de Côte d'Ivoire n'a pas influencé la position du président? Regardez. Parce que la Côte d'Ivoire également vient à intégrer le vice-président. Intégrer, oui. Suivez, et puis il y a aussi un autre pays, la RDC. Après Mobutu, regardez dans quel cercle, et cercle même, conflictogène, ils se sont retrouvés. Et le président Paul Biya lui-même, lorsque les Camerounais l'ont applaudi, même si à l'époque, il y avait très peu de contestation, je voudrais quand même le rappeler, n'est-il pas un président successeur? Et j'appelle donc votre attention, Jean-Jacques Zé, vous, avec l'honneur et la doléance et l'indulgence des téléspectateurs, ceux qui veulent comprendre, nos étudiants des facultés de droit. Nous entrons avec cette révision avec un exécutif tricéphale. Tricéphale, c'est-à-dire à 3 têtes. C'est-à-dire le président de la République, le vice-président et le premier ministre qui partagent le pouvoir exécutif. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau? Il n'y a plus de vacances. Regardez, vous qui nous écoutez. Prenez l'article 7. Il n'y a plus de vacances, il n'y a même pas élection. Prenez l'article 7, alinéa 3. Le vice-président prête serment dans les conditions fixées par la loi. Ça veut dire que... la même forme que le président de la République. Le président de la République. Oui. Donc il est important quand même de dire que c'est le pouvoir du président. Il dit, lorsque vous prenez l'article 6, alinéa 7, lisez surtout l'alinéa 6, article 6, alinéa 7, 8 et 9. Surtout 7. Alors, l'article 6 de la proposition de nouveau. On met ça. Oui. L'article 6. Alinéa 7. Alinéa 7. Si le vice-président est à son tour empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau président de la République. 20 jours au moins et 120 jours au plus tard après l'ouverture de la vacance. Et vous voyez, maintenant, vous voyez que, lisez maintenant l'alinéa 8. L'alinéa 8. Dans le cas visé à l'alinéa 7, ci-dessus. Précisez bien que l'alinéa 7 stipule qu'il prête serment dans les mêmes conditions que le président de la République. D'accord. On dit donc que dans l'alinéa 8, dans le cas visé à l'alinéa 7, ci-dessus, l'intérim du président de la République est exercé de plein droit par le président du Sénat. Mais là, on est au 3e niveau, là, finalement. Oui, au 3e niveau. Mais le 3e niveau répond à l'article 5, alinéa 3. Qui stipule il peut être assisté. Lisez l'alinéa 5, l'alinéa 3. Il peut être assisté. C'est une petite phrase, tout simplement. Il peut être assisté d'un vice-président. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que ce qu'on appelle techniquement, en sciences politiques, l'intérimat présidentiel, il n'existe plus, pratiquement plus. Si on s'en tient à la volonté du président de la République. Vous voyez donc que le ministre d'État Esso, dans ses ébats, je dis bien dans ses ébats, mais il dit que c'est la dimension fonctionnelle de l'État qu'on a privilégiée. Ça veut dire quoi? Au-delà du droit, faisons des interprétations politiques. Où est donc l'opposition lorsque Chiruma revendique sa victoire? Où est donc l'opposition lorsque Kamto est disqualifié? Où est donc l'opposition lorsque Anissé Kane meurt? Où est donc l'opposition
lorsqu'avant l'élection présidentielle, il fallut une mobilisation. Ça veut dire qu'il faut mettre en réalité l'acte présidentiel là pour mettre fin aux turpitudes de l'opposition des dealers. D'accord. L'opposition des dealers, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui ne bougent que lorsque Paul Biya prend des initiatives. On ne peut pas continuer comme ça dans un État. Après des démonstrations juridiques, le président a une préoccupation fonctionnaliste bien portée. Il dit, je vais structurer l'État. Voilà la voie. Mais vous, à l'opposition, organisez-vous aussi. Pourquoi cette opposition ne bouge que lorsque Paul Biya prend certaines dispositions à l'effet? Mais vous attendez qu'elle fasse quoi, l'opposition? N'est-elle pas suffisamment muselée? Mais c'est Elle ne très peut pas grave, faire de meeting. c'est que vous Elle ne peut dites. pas faire de manifestations publiques. Est-ce qu'elle peut faire de manifestations publiques? Attendez. Même des réunions dans les sièges de ces partis politiques de l'opposition sont pratiquement interdites. Je vais vous poser une question. Vous leur demandez quoi de plus? Mais Jean-Jacques, oui. étiez-vous au Cameroun lorsqu'on a disqualifié Kamto? Nous étions là. Combien d'opposants se sont levés? Vous savez, l'opposition dans un pays, c'est une dynamique qui se mobilise à l'effet de projeter les actes de contre-pouvoir. Une opposition sérieuse pouvait résister et dire non, on n'accepte pas ça. Je vais vous dire que moi qui ne suis pas pro-Kamto, j'ai été au devant de la scène, juridiquement. J'ai écrit mes textes sur mon conciliatoire pour dire que ce n'est pas juste. Parce que lorsque, à un moment donné, sa disqualification annoncée a été faite, j'ai été l'un des rares, je vous dis bien intellectuels, je suis biaïste, à dire que, en lisant le texte constitutionnel et la loi qui encadre cela, c'est-à-dire le code électoral, il n'y a aucun obstacle à la candidature du ministre Kamto. Je voudrais dire que l'élection est passée, mais que les gens sachent que lorsque vous êtes investi au Cameroun par un parti, même lorsque vous n'êtes pas militant de ce parti, et que le parti a des élus ou un élu, le parti peut venir vous dire, Jean-Jacques, vous êtes mon candidat. Oui. Il faut lire l'article 100 du D'accord, Code professeur. Permettez-moi de vous dire que vous m'avez posé une question assez vicieuse mais forte. Allez-y. Vous dites, on interdit, on interdit. Mais écoutez, c'est ce qui est fait. Regardez au Sénégal. Diomaye Faye sort de prison. Sonko était en prison. Mais il y avait une détermination en bloc parce que là-bas, il n'y a pas d'opposition de dealers. Regardez tous ces faux candidats qui ont donné l'impression qu'ils allaient à l'élection présidentielle. D'ailleurs, il faut reconnaître et saluer le peuple camerounais qui a pris ses responsabilités en place et lieu d'une opposition parce que, quoi qu'on dise, lorsque vous voyez le score de M. Issa Chirouma Bakary, en dehors des présidents Amadou Ahidjo et de Paul Biya, il est seul et le premier Camerounais à avoir eu un équilibre de vote dans les 10 régions du Cameroun. Ça veut dire quoi? On n'a pas attendu l'opposition des dealers pour comprendre que certains Camerounais voulaient effectivement le changement. D'accord. Donc c'est important de rappeler que maintenant que cela a été fait, dans les conditions que nous connaissons, laisser ces dealers qui veulent se réveiller et donner l'impression qu'ils sont tous d'accord parce qu'ils disent nous sommes contre, il n'y aura pas d'élection. Mais laissons Paul Biya qui a repris aussi le pays en main dire que voilà le cap que je trace. Là, vous êtes en train de prendre position finalement. Non, vous avez commencé par dire ceux qui sont d'accord ont raison, ceux qui ne sont pas d'accord ont raison. Non, j'ai commencé à vous dire qu'ils ont raison. Là, vous me jugez mal. Jean-Jacques, je reprends. Finalement, parce que la question est je reprends en 30 secondes. Oui. Ceux qui disent qu'il y a un hold-up démocratique, ont raison. qui ne peuvent plus avoir accès au pouvoir, c'est dogmatique. En revenant dans le sacro-saint principe d'une interprétation de la démocratie occidentale, ils ont raison. Mais je vous démontre aussi que démocratie occidentale. Oui, mais parce que... Il s'agit de démocratie. Non. Il n'y a pas de démocratie universelle. Je suis entrepreneur. Vous savez, je suis africaniste. Hein. Vous savez, les gens vous disent beaucoup qu'ils sont panafricanistes, mais ils ne vous parlent pas beaucoup du mode d'organisation démocratique des systèmes politiques africains. J'ai d'ailleurs été dans un colloque récemment à Genève, où effectivement on parlait des rôles des ONG. Les ONG dans le développement de la démocratie au Cameroun.
Et j'ai rappelé à certains que les ONG les plus dynamiques étaient celles qui voulaient un peu qu'on repense notre façon de voir. La démocratie chez nous d'un homme, une voix, n'est pas toujours cela. Et je suis souvent mal parce que je porte 3 casquettes. Je porte parfois la casquette de l'universitaire, qui prend position rationnellement en interprétant ce que font les autres. Je prends parfois position comme un homme politique. Alors c'est la catastrophe, à l'image de Raymond Aron. Vous savez pourquoi Aron n'est pas entré en politique? Un jour, ses amis viennent le voir et lui disent, écoute, il faut que tu nous accompagnes. Aaron a dit, d'accord, je vais vous accompagner. Mais est-ce que vous serez d'accord lorsque je vais vous dire que ce que vous faites n'est pas bien? J'ai été un peu comme ça. Ils ont dit, non, on n'est pas d'accord. Donc la casquette d'homme politique a été très perturbée. Mais j'ai aussi une casquette modeste de chef traditionnel parce que je suis d'une dynastie qui date de 1790 à Yabassi. C'est-à-dire que si je vous raconte cette histoire, ce qui m'a marqué lorsque je suis arrivé, mais c'est les comportements des notables, le comportement des différents chevaliers qui m'entourent. Je vous assure que personne ne conteste votre autorité, mais les gens sont là pour voir si vous les conduisez vers ce qui peut leur apporter le bonheur. D'accord. Alors finalement, vous serez obligé de vous prononcer. Mais je me suis présenté en tant qu'universitaire. Oui. Je vous dis que c'est un bon débat. Mais en tant qu'homme politique, en tant que biaïste, ça peut couler de source. Écoutez, en tant qu'homme politique, vous arrivez à me tirer quelques verres du nez. Ça va couler de source. Et c'est ça la difficulté qu'on met face à vous, Jean-Jacques. Je crois que le président Paul Biya a vu les choses. Il a vu des murs et des pas mûrs. Il a observé notre opposition. Il a ouvert à un moment donné le pays à ses contempteurs. Je ne vais pas vous les citer encore. Ça va encore me créer des ennuis parce que ces gens-là, une fois qu'ils sont assis à côté du président, ils ne veulent plus qu'on parle de leur passé. Bien, maintenant, il a observé aussi ses collaborateurs. Je vous ferai remarquer que ceux qui ont eu le plus de pouvoir, ce n'est pas forcément ceux qui sont des militants ou qui sont au comité central ou qui sont dans le parti. Ce sont des fonctionnaires. À un moment donné, il a dit, lorsque je joue avec le parti, ça va mal. Je vais jouer avec de nouveaux cadres à l'effet de m'accompagner. C'est pire. À la fin, il s'est dit, et là, nous tombons directement dans ce que vous avez appelé quel profil, quelle vision, qui peut faire l'affaire, qui peut ne pas faire l'affaire. Je crois que le président est en train, il ne nous tourne pas en dérision, il est en train de se retourner comme ce vieux chef qui a dit, voilà, j'ai fait mon temps, j'ai compris, il est temps qu'avant de partir, je mette sur ce fauteuil quelqu'un qui m'a compris. D'accord. C'est ma position. D'accord. Alors, permettez qu'après 3 quarts d'heure, pratiquement un peu plus d'émission, on donne la parole à ceux qui nous regardent également. Professeur, pourquoi l'homme politique Maurice Kamto n'est jamais cohérent? Je ne sais pas. Souvenez-vous que c'est lui qui représentait le gouvernement en 2008 sur la limitation de mandat dans la Constitution. Professeur, avec l'instauration d'un poste de vice-président, et là c'est la question, c'est ça qui nous intéresse, est-ce que ça pourrait contribuer logiquement à résoudre les problèmes du Cameroun, notamment le problème anglophone? Puisqu'on parlait de stabilité tout à l'heure. Vous savez, le jeu politique est construit par le président. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. C'est le président Paul Biya qui a stabilisé le poste de Premier ministre, chef de gouvernement aux anglophones. Je voudrais vous dire que lorsque le président Ahidjo est parti, il n'y avait pas de grande lisibilité à ce poste entre anglophones et francophones. Il faut vous rappeler quand même que le président Paul Biya a consommé de manière éphémère et très rapide 2 premiers ministres, M. Bello Baye-Magari, et puis après, M. Sadou Ayatou, qui a assuré une brève transition. Tous les autres premiers ministres étaient anglophones. Je pense que lorsque vous lisez l'article 12 de la Constitution, parce qu'il faut qu'on reste aussi académique. Absolument. Vous savez, moi je pense beaucoup à tous ces jeunes étudiants des facultés de droit, ces jeunes juristes des sciences politiques qui nous regardent et qui veulent encore avoir un espoir. Se dire que est-ce que nous avons encore des maîtres qui peuvent nous éclairer sur certaines situations et qui peuvent se poser la question à quoi servent les changements constitutionnels, les changements des règles du jeu. J'ai dit, et je me reprends encore, réguler l'État, garantir la cohésion, une stabilité durable. Mais c'est quoi la démocratie si vous pouvez entrer en guerre? Et il pose la question sur Kamto, parce qu'il faut que je réponde. Parce que parfois, à un moment donné,
Je rencontrais beaucoup d'auditeurs en privé et de téléspectateurs qui me disaient, professeur, parfois vous ne répondez pas à nos questions. Le ministre Kamto est particulier. Je pense qu'il a une obsession. Il veut accéder au pouvoir. C'est légitime. C'est légitime. Oui. Donc ça veut dire que ce sont des subterfuges à lui utilisés pour accéder au pouvoir. Subterfuge ou bien, je veux dire, on est quand même dans la politique. On est dans la politique. C'est pourquoi je parle de subterfuge. Ça s'appelle la ruse politique. Il y a la ruse, il y a la maladresse parfois, il y a l'absence d'alliance, il y a des contacts, il y a des alliances, il y a des soutiens, il y a beaucoup d'éléments. Mais ce que je puis vous dire aujourd'hui... Parce que le téléspectateur le trouvait incohérent et il rappelait qu'en 2008, il était dans une autre posture. Non, c'est sa position. Oui. Et c'est ce que je vous dis. Je vous ai parlé du paradoxe de Louis XIV. Où je vous dis que, écoutez, lorsque je vous parle de la dimension seigneuriale, vraiment, je vous trouvais une émission pour que je vienne vous faire des commentaires sur la vie politique française. Je vais vous expliquer une chose. Il y a eu des partisans de l'absolutisme royal. Tout pouvoir pour le roi. Et il y a eu, de l'autre côté, les monarchistes, mais qui n'étaient pas absolutistes. Parce que si vous voyez le dessin aujourd'hui de la plupart des pays européens, même les républiques, ce sont des républiques, on parle des monarchies républicaines parce que devant chaque république, il y a un roi. Il y a un roi en Angleterre, il y a un roi en Belgique, il y a un roi ici, il y a un roi là. Mais la dynamique est républicaine. Ramenez-le chez Kamto. Mais il fait partie des petits seigneurs que le président Paul Biya a créés. Qui, à un moment donné, ont estimé qu'ils pouvaient eux aussi accéder au pouvoir. Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est ce que je veux dire à ce auditeur. Non, vraiment, ne le jugez pas mal. Il est ambitieux. Et vous allez voir que, d'ailleurs, pour affirmer cette ambition ordonnée, désordonnée, cohérente ou incohérente, il n'a pas soutenu Issa Chiroma. Et lorsqu'il a fallu aller aux élections en 2018, il a fait cavalier seul, comme Cabral et les autres. Et lorsque on a relancé les élections, il a tout fait pour être qualifié. Malheureusement, les autres l'ont disqualifié. Et dans la disqualification, ce qui a quand même bouleversé, et peut bouleverser aussi des démocrates, du moins ce qu'on appelle les groupes dynamiques de l'opposition, c'est que l'argent qu'il a reçu, il n'a même pas mis ça à la disposition de ceux qui allaient. Il a dit, je rembourse tout. Donc, je crois que, soyez courtois, chers téléspectateurs, mais ce sont des stratagèmes, parce que je vous ai parlé de la limitation de mandat, la prolongation de celle des députés. Il y a des acteurs qui, à tous les prix, quel que soit l'état dans lequel le Cameroun peut se trouver, ils veulent une seule chose, accéder au pouvoir. D'accord. Et ils estiment donc que Paul Biya est un obstacle. Bonsoir Jean-Jacques, très belle émission. Jean-Jacques, permets-moi sur ton émission de poser au professeur une question. Il est un éclaireur mi-sanima, qui veut dire professeur en Foufoulde, merci beaucoup. Si le président nomme son vice-président et après la vacance ou décès du président, automatiquement le vice-président va diriger le pays jusqu'à la fin du mandat. Oui, c'est ce qui est dit. Alors premièrement, il pourra à son tour, c'est une question, modifier la constitution pendant ce mandat et se représenter lui-même à la prochaine élection. Pour aller très rapidement, je pense que là, il est à l'article, l'alinéa 9, l'article 6. 9. Oui. Oui, 9. Mais 9, ça veut dire que, je crois qu'il ne peut pas se représenter. On dit le président de la République par intérim ne peut pas modifier ni la constitution, ni la composition du gouvernement. Par contre, il peut modifier le gouvernement, article 6, alinéa 9, après avoir consulté le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la constitution du gouvernement. Oui, article 6, alinéa 9. Voilà. Et puis, deuxième question de ce frère qui écrit depuis la France. Dans ce cas, le Cameroun aura 2 vice-présidents nommés. On dit que le vice-président peut à son tour nommer un vice-président. Une fois qu'il est président par intérim, il peut aussi nommer un vice-président. Est-ce que ça ne fait pas 2 vice-présidents nommés, finalement? Il y a ce qu'on appelle l'acte de serment. Il faudrait savoir aussi interpréter le texte juridique. Ils ont raison. Parfois, ce ne sont pas des juristes. Il y a des positions politiques. Il faut dissocier aux positions de droit. Si vous lisez l'article 7, alinéa 3, il prête serment. Et une fois qu'il prête serment, il est quoi? Président de la République.
Conformément à la loi, ça renvoie à quoi? Ça renvoie, regardez ce que je vais vous dire, à l'article 140 du Code électoral. Donc, dans les conditions prévues par la loi. Lisez ça un peu pour les auditeurs. Je vais chercher, je n'ai pas le Code électoral sous les yeux, mais on a la modification. On va trouver le temps qu'on fasse la recherche. Continuez. Je peux vous donner les conditions. Il prête serment. Et là aussi, il y a devant le président de l'Assemblée, le président du Sénat, et tel qu'on l'a vu, hein, lorsque le président prêtait serment. En tout cas, l'article 7, alinéa 3, dit... Non, moi je parlais de l'acte de serment. Oui, on présente d'abord l'article 7 que vous avez évoqué, dans les cas visés à l'article 6 ci-dessus, le vice-président prête serment dès l'ouverture de la vacance, dans les termes et conditions précisées par la loi. Il entre en fonction de sa prestation de serment. Bon, et les conditions fixées donc par la loi, je suis aussi là pour accompagner les auditeurs, qui sont contenues dans l'article 140 de la Constitution. Je peux vous dire ce que vous lisez, mais je peux vous interpréter cet article. Ça veut dire que le président de la République prête serment, et puis dans des conditions, il dit je jure de respecter la loi et l'intégrité du territoire. Et puis il y a une signature qui est faite à la fin en marche par le président de l'Assemblée devant les membres du Conseil constitutionnel. Bref, tout ce corps social, juridique que vous avez vu. Et à la fin, on appelle ça l'acte de serment. On l'appelle donc quoi? Il est président de la République ou président par intérim? Il devient président de la République. Les conditions fixées par la loi. Donc, finalement, il peut donc candidater s'il devient président de la République. Mais oui, écoutez, lorsqu'on dit qu'il ne peut pas être candidat, c'est mis pour le président par intérim. Par intérim, oui. Attention. Oui, c'est ça, c'est la précision que je voulais qu'on relève. La ligne 9 dit bien président. Oui, mais en attendant, l'article 6, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent, le président du Sénat ne peut ni modifier en cas de décès, de démission, et en l'absence d'un vice-président. Pourquoi? Parce que l'article 5, alinéa 3 de la Constitution, encadre aussi la non-obligation du président à nommer un vice-président. Oui. Bon, au cas où il n'y a pas de vice-président, on vous dit donc, dans l'article 6, est assuré par le président du Sénat. Par le président du Sénat, qui ne peut pas se présenter. Voilà. Parce que c'est lui qui ne peut pas être candidat. C'est bien précisé. Maintenant, il faut donc aller voir les conditions fixées par la loi. Contenu dans l'article 7 nouveau, la loi c'est quoi? C'est l'article 140 qui voudrait qu'il prête serment. Et à côté, il y a donc ce qu'on appelle l'acte de serment. Et vous devenez président de la République. Donc il est donc important de dire que, quelle est la principale innovation? Lorsque j'ai dit que Paul Biya a aussi raison. Mais nous sommes dans le système politique africain. Il dit je mets fin à la vacance. Je mets fin à la vacance. Il dit, moi, si je pars, et si vous faites tout ce que vous voulez, moi, j'ai laissé quelqu'un. Mais rappelons quand même à ceux qui nous écoutent. Le vice-président, article 6, je crois, alinéa 7 ou 8, vous l'avez dans les yeux, ne peut pas aller au-delà du mandat du président de la République. Ça veut dire que s'il reste 3 ans au président Paul Biya, le vice-président ne peut pas aller au-delà de 3 ans. Conclusion du point de vue du droit. Après son accession au pouvoir, on ira quand même aux élections. Ne donnons pas l'impression que l'élection est terminée. Et ne donnons pas l'impression que le temps... Alors, l'impression que l'élection est terminée découle du fait que le vice-président qui devient président nomme à son tour son vice-président. Mais c'est également dans les mêmes conditions de devenir président et nommer un autre vice-président. Ne perdez pas Jean-Jacques Zé. Parce que vous savez, les gens entretiennent la polémique. Le texte constitutionnel nouveau, dans son article 5, précise, dispose, pour utiliser la sémantique concentrée. Le président de la République peut nommer un vice-président. Pourquoi voulez-vous qu'une fois devenu vice-président, il ne nomme pas un autre vice-président? Sauf si vous croyez que lui aussi va mourir et l'autre vice-président pourra prendre... Le cycle risque alors ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'une fois qu'il y aura un vice-président, on va organiser la mort du président. C'est pas ce qu'on a dit. Je ne crois pas ça. Merci Ibrahima depuis Marseille pour cette question-là. Il vous demande quand même si le vice-président peut être anglophone. La question de profil va arriver tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques et au professeur. Dites-moi, ce poste de vice-président réglera-t-il les problèmes de mauvaise gouvernance, mauvais état des routes, précarité, chômage et autres? Paulin depuis Bafoussam qui envoie cette question-là et je veux peut-être l'accompagner dans cette question. Beaucoup pensent que
on est arrivé à cette situation-là parce qu'il y a eu des débordements. Le SGPR est devenu beaucoup trop puissant. Très bien. Le Premier ministre était un peu effacé. Les ordres passaient à gauche et à droite. Et puis n'a plus compris comment gérer cette affaire et trancher. Au lieu de frapper du poing sur la table pour encadrer, il crée maintenant un poste au-dessus de tout cela. Est-ce que dans le fond, est-ce que Paulin aura une route à Bafoussam? Est-ce que Paulin aura l'autoroute achevée? Est-ce que le panier la ménagère se sentira un peu mieux? Mais Paulin vient de nous dire ce qui ne va pas. Je félicite Paulin. C'est ce désordre qui semble être mis en avant par le président. D'ailleurs, avant la question de Paulin, n'oubliez pas qu'il y a un téléspectateur qui nous a posé la question de savoir est-ce que ça va résoudre la crise du Nozo. Oui. Mais écoutez, la crise du Nozo dépend d'une forte mobilisation politique qui est essentiellement inhérente à un dialogue social, à un dialogue politique. Vraiment, Jean-Jacques Zé, cette crise, on aurait pu mettre un terme à cela si on avait discuté avec tout le monde. Et moi, je continue à penser que la nouvelle inspiration présidentielle est tournée vers cela. Et puis, il faut aussi dire à ceux qui nous écoutent, si le président Paul Biya ne le fait pas, c'est son problème. Hein? Les Camerounais sont dans la résilience. Les Camerounais ont vu des murs et pas murs. Mais est-ce que ce que le président fait là est bien? Moi, je dis oui. Parce que c'est lui qui gouverne. On attend qu'il nous propose ce qui peut relever le pays. En quoi ça regarde même l'opposition? Mais ça peut relever, Qu'une fois aux ça peut affaires, relever le pays comment? Le vice-président n'a pas de mission clairement établie. oui, Il n'a pas de mission oui, clairement oui, établie. oui, mais attendez, Il entre en jeu de façon fondamentale, seulement s'il y a cette situation, je ne peux pas dire vacances parce que c'est effacé la vacance, Oui. mais si jamais le fauteuil présidentiel n'est plus occupé. Disons, quand même, vous voulez qu'on dise la vérité au Cameroun. Hein? C'est pour cela qu'on est là. C'est une dynamique gouvernementale que les Camerounais veulent voir. On parle de vice-président, mais un gouvernement est attendu. Oui. Moi, ce qui m'a marqué dans les prémices de ce projet de loi, c'est que le président est venu, en fin d'année, nous dire il faut vous attendre prochainement à un gouvernement. Le 11 février, le président de la République revient nous dire je sais que vous êtes impatient, mais donnez-moi encore un peu de temps. Il a oublié qu'il avait déjà parlé des prochains jours. Non, mais ces prochains jours sont conditionnés par une certaine expérience inhérente à la longévité. Il ne faut quand même pas paniquer le monde. Regardez quels sont les enjeux qui se sont dessinés lorsqu'il a voulu faire le gouvernement. Il y avait la guerre Iran-Irak, et la guerre entre Israël et l'Iran. Regardez le contexte international. Je voudrais dire à tous les compatriotes qui nous suivent aujourd'hui, du moins pour ceux qui croient qu'il y a quelques acteurs encore solides, capables de contribuer à la stabilité de ce pays. Lorsqu'il y a une parade déstabilisatrice, comme on le voit aujourd'hui partout dans le monde, regardez ce qui se passe d'abord à côté de nous, en RDC, avec le M23, regardez ce qui se passe au Mali, regardez au Burkina, regardez à côté de nous au Nigeria, les Américains sont arrivés, regardez les pressions qu'on subit aujourd'hui, le Cameroun reçoit des transférés des États-Unis, regardez la guerre. Sachez une chose, si nous luttons à n'importe quel prix la stratégie d'une stabilité nationale, nous sommes foutus. D'accord. Aujourd'hui, notre pays, le Cameroun, qu'on aime Paul Biya ou pas, tournons-nous vers lui à l'effet de dire comment nous éviter la guerre. Même ces seigneurs qui sont autour de lui, moi je crois qu'il faut leur tendre la main. Est-ce que l'élection... Nous devons comprendre que... Rester sur la voie électorale telle que prévue par la Constitution qui est en train de monter. Oui. À quel niveau est-ce qu'on aurait eu peur de quelques étincelles ou de quelques guerres? Oui, à cause de la fragmentation de la scène internationale. Il y a des influences. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent, ils peuvent témoigner de cela. Le Cameroun n'est pas un pays simple. Le Cameroun est un pays convoité. Le Cameroun est un pays regardé. Je vous assure que avoir un homme à la tête de l'État camerounais qui, quoi que l'on dise, malgré nos souffrances, Paulin l'a dit, on n'a pas d'eau, on n'a pas de route, on est maltraité, on est viré ici et là, on est abusé, certains ne nous parlent plus, il n'y a plus de lisibilité dans la promotion des cadres, il y a des souffrances partout,
Les Camerounais s'exilent. C'est l'alcoolisme, c'est la prostitution. Mais, in fine, si nous contenons notre stabilité en évitant ce qui se passe ailleurs, je vous assure, Jean-Jacques Zé, nous allons reprendre le moment venu notre pays en main. D'accord. Il faut être capable, Jean-Jacques Zé, de dire à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, c'est lui, Paul Biya, qui a les choses en main. C'est lui qui est responsable, seul responsable. On a beau parler des influences des uns et des autres, des déconstructions qui sont menées, des transformations qui ne suivent pas. Moi, je suis convaincu. Et là, vraiment, je n'ai pas voulu mettre en avant ma casquette de biaïste. Vous savez, le RDPC, c'est rien du tout. Paul Biya est en train de le soutenir aujourd'hui. Ce parti est foutu, noyé. Ce parti a foutu Paul Biya dans la merde. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé au sud, avec des conseillers, des braves conseillers, qui ont pris leurs responsabilités, ils ont dit, foutez-nous le camp avec vos faux messages. Vos plis fermés. Vos plis fermés. Parce que vous êtes vous-même fermés. Lorsque vous voyez des nouvelles dynamiques qui se créent, comment les Camerounais se battent au quotidien, lorsque vous savez que quelque part, les gros lobbies sont toujours là, dans l'ombre, pour détruire nos femmes, nos enfants. Regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui. Vous voulez que cela s'aggrave? Celui qui tient la possibilité que j'ai à venir ici, m'habiller, venir en face de vous, échanger sur les questions du Cameroun, c'est cette paix. Peut-être instabilité, appelons ça peut-être, certains disent paix des cimetières, certains veulent dire ce qu'ils veulent dire, mais aujourd'hui, vous savez ce qui me frappe, c'est que tous, pour résister, nous vous disent que Paul Biya a dit que, Paul Biya a fait que. Je vous assure, Jean-Jacques Zé, s'il n'y avait pas le nom de Paul Biya à la dernière élection présidentielle, ça aurait été la Bérésina. S'il n'y avait pas en avant le nom de Paul Biya pour dire que, quelle que soit la vérité des urnes, pour dire que M. Chirouma n'a pas gagné, si on ne disait pas Paul Biya, personne n'aurait accepté ça. C'est comme aujourd'hui, cette affaire qui est passée à Mon Dieu Vision, parce qu'il y avait une rediffusion à la radio et à la télévision camerounaise. Vous savez ce qui m'a frappé? C'est que tous ne parlaient que de Paul Biya. C'est un nom qui porte. Je crois qu'à un moment donné... Pour ça, on va avancer. On va avancer. Il ne faut pas diluer la responsabilité historique du président Paul Biya, qui, quoi qu'on dise, sera jugé à la fin. D'accord. Allez, bonsoir Jean-Jacques. Les vérités du professeur nous édifient et nous aident beaucoup pour l'avenir. C'est un monument de vérité. Merci mille fois professeur. Que Dieu vous bénisse. C'est Achille de Malabo en Guinée équatoriale. Il n'a pas posé de questions. Est-ce que Jean-Guillaume a une question? Oui, au grand prof. Pourquoi le RDPC n'a pas voulu consulter le peuple camerounais avant une quelconque modification de la Constitution? Est-ce que c'est du RDPC qu'il s'agit, Jean-Guillaume? Il s'agit de l'État, Jean-Guillaume. D'accord. Qui a deux voies. Il y a cette voie parlementaire, il y a la voie référendaire. Peut-être qu'ils pensent qu'on aurait peut-être dû passer par le référendum. Article 63 de la Constitution. Ça, c'est prévu. Bon, c'est un choix. Vous savez, les latins disent dura lex, sex lex. Ça veut dire la loi est dure, c'est la loi. À partir du moment où la conformité du projet ne souffre d'aucune contestation du point de vue du droit, il n'y a pas à faire de commentaires là-dessus. D'accord. Jean-Jacques Zé, merci de nous offrir des émissions de très haute qualité. C'est toujours un régal d'écouter le professeur Messenga Nyamding. Le trio parfait qu'il formait avant avec Teba et Yéné, Messenga Nyamding était quelque chose de tellement fort qui pouvait tout faire plier. Vous ne posez pas de questions. Merci pour ce témoignage-là. Bonsoir. Beaucoup. Demandez au professeur pourquoi le code électoral n'est pas modifié et seulement le code constitutionnel. Non, il n'y a pas un code constitutionnel. Est-ce qu'il y a un code constitutionnel? Non, je comprends ce qu'il veut dire. Oui. Il veut parler il veut parler de la Constitution. Oui. La Constitution, c'est un code, hein. C'est une loi. Collins de Mana, oui. Oui. Alors j'ai compris Collins, c'est lapsus. Mais en réalité, ils ne peuvent pas modifier le code électoral parce que c'est un rapport de force. C'est comme si vous êtes en train de leur dire ouvrez pour qu'on entre. Pour l'instant, ils veulent se maintenir au pouvoir. Et ils estiment qu'ils peuvent encore apporter quelque chose aux Camerounais. Si on a attendu 44 ans, pourquoi ne pas attendre encore quelques temps? Vous croyez que cette affaire va encore durer plus de 10 ans? Moi, je crois que les Camerounais doivent aussi entrer dans la résilience parfaite dont ils ont fait preuve jusqu'ici.
continuer à se battre. Parce que pour moi, la grande difficulté aujourd'hui au Cameroun, regardez depuis que j'ai été exclu du RDPC, Dieu seul sait jusqu'à quel point j'ai été côtoyé par les mouvements d'opposition. Je leur ai dit, mais vous croyez que moi, biaïste, ayant soutenu les idées de rigueur, moralisation, justice sociale, avec l'historicité, aujourd'hui même ceux qui tiennent la reine au RDPC, ce sont les anciens opposants. Ceux qui tiennent la reine et qui sont pour la plupart des opposants, ce sont les anciens ministres. Vous croyez que je vais venir rejoindre ce syndicat d'anciens opposants qui, pour contribuer fortement encore à la chute et être ridicule? Je dis non. Je trouverai une voie et une piste politique pour affirmer ma capacité existentielle. C'est ce que je fais actuellement. D'accord. Pour preuve, j'existe. Et je continue à leur dire que aucun pouvoir n'est éternel. Ça, c'est clair. Vous savez, si on a supporté 44 ans, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de continuer à prendre leur mal en patience, en faisant confiance à celui qui porte actuellement ce pays. D'accord. Alors, c'est pour dire que... Parce que quel que soit le cas, Paul Biya ne dispose d'aucun instrument juridique pour mettre fin définitivement aux élections au Cameroun. Alors, bonsoir, vous sur le plateau. J'admire le professeur dans ses analyses en tant qu'universitaire. Cependant, je voudrais modestement lui faire constater aussi que sa posture de biaïste l'amène inconsciemment à tirer sur l'opposition, parfois sans fondement. Lorsqu'il fait des comparaisons avec les pays comme le Sénégal, vous savez bien que là-bas, les opposants ont une certaine possibilité d'agir, notamment les marches et autres, sans se faire tirer dessus ou se faire arrêter, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. On a vu le cas à Nissé Kane. Voulez-vous qu'un opposant prenne le risque d'endurer le même sort maillot de Douala qui dit que de temps en temps vous quittez la casquette d'universitaire parce que vous êtes aussi biaïste et c'est l'opposition qui se sent souvent je voudrais vraiment remercier ses compatriotes parce que Jean-Jacques Zé, quand il voit bien l'effort technique que nous venons d'opérer à l'effet de montrer l'utilité de la position des deux camps, j'interviens à Sciences Po Dakar comme enseignant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'étudiants que j'encadre en mémoire à Sciences Po Dakar. Alors, je vais vous dire ce qui m'a marqué lorsque j'ai retrouvé quelques collègues au Sénégal. Ils m'ont dit chapeau au peuple camerounais. Je leur ai dit pourquoi. Pendant que vous regardez, vous vous tournez vers le Sénégal, au Sénégal, mes étudiants là-bas et quelques-uns à Sciences Po Dakar m'ont dit, écoutez, professeur, la maturité du peuple camerounais nous a étonnés. J'ai dit pourquoi? Parce que lorsque nous avons vu le plébiscite porté à Issa Chirouma Bakary, il n'y avait pas les mouvements balayés, il n'y avait pas la casse, il n'y avait pas la rue. Et ils ont dit que nous étions surpris de voir que, sans une mobilisation comme chez nous au Sénégal, où il a fallu casser, il fallait marcher, il fallait dire non, dissuader le pouvoir de Macky Sall, les Camerounais nous ont donné l'impression qu'ils étaient désunis, mais nous avons opéré une révolution copernicienne. Vous savez, Copernic, c'est celui qui a dit que la Terre tourne autour du Soleil avec Galilée, et on l'a pendu. Ils disent que, je ne sais pas si les Camerounais réalisent ce qu'ils ont fait aux dernières élections. Vous avez parlé d'une même voix. Ça dépasse ce qui s'est passé au Sénégal, où il a fallu la casse, la mobilisation, les communiqués pour dire, on défend notre vote. Vous avez montré que les dealers politiques ne marchent pas avec vous. Vous avez porté vos voix relativement à Chirouma. Dans toutes les régions. Vous croyez que ce n'est pas une révolution? Je voudrais dire aux compatriotes qui nous écoutent que vous avez apporté la preuve à nos grands dealers qui se disent opposants que désormais, c'est vous qui contrôlez l'affaire. Certains sont allés dedans, d'autres ont joué, d'autres ont pris, ont cru qu'il fallait jongler, il fallait dire que... Vous avez dit, le peuple camerounais, ça c'est M. Sanga Nyamdine qui vous le dit à l'occasion de cette belle émission, que enfin, le peuple camerounais a donné des leçons à tous les autres peuples d'Afrique. Il n'y a pas eu de relais, ça a été un miracle, mais on s'est rendu compte que, de manière équilibrée, le vote tourné vers Issa Chirouma Bakary, du nord au sud, de l'est à l'ouest et ailleurs, était un vote où la manifestation de la contestation par rapport à l'ordre politique existant était manifeste. D'accord. Vous comprenez? C'est clair. Je pense qu'il faut quand même le dire. On va avancer. Au Sénégal, on a cassé, on a brûlé, vous avez dit, bon, très bien.
On a compris. On a compris. Désormais, ces opposants vont comprendre que ils ne peuvent plus seulement parler en vos noms. Ils ont beau se mettre dans leur comptoir économique qu'ils appellent parti politique. On a même vu des gens dire, donnez-moi 1 million, je vous investis. Comptoir économique. Mais bien sûr. Ça vous désigne les partis politiques? Mais dire, je prends mes responsabilités. Est-ce que vous avez vu à la fin certains candidats et ceux qui ont investi ce même candidat dans certains partis que je ne vais pas citer? C'était la querelle. Oh, il a pris tout l'argent. Oh, il n'est pas... Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun est un mystère spirituel. Le peuple camerounais est un peuple exceptionnel. Je crois que notre convergence est commune parce que nous voulons 3 choses. 1. La prospérité de ce pays. 2. La solidarité entre nous-mêmes. 3. Le développement et l'égalité pour tous. Professeur, bonsoir. Je tiens d'abord à souligner que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. À chaque fois que vous devez faire des interventions dans les médias, j'ai toujours mon stylo et mon bloc-notes sur table car on apprend constamment auprès de vous. Que Dieu vous bénisse. Cependant, j'ai une inquiétude au sujet du thème proposé concernant la modification de la Constitution. Oui. Tantôt, vous reconnaissez que l'opposition a raison. Tantôt, c'est le président de la République qui a raison. Quelle est réellement votre position? La question revient. Pas la position du professeur, pas la position de l'homme politique ou du biaïste, mais la position du citoyen que vous êtes. Daniel Mozart de la Cité Verte insiste là-dessus. Non, d'abord, hein, il faudrait, Daniel Mozart, il faut comprendre que je suis un progressiste. Un homme qui ne pose pas les actes pour détruire. La mission d'abord d'un intellectuel, c'est de stabiliser un pays et de faire tout pour que ce pays ne brûle pas. Dès le départ, vous avez vu que je n'ai pas changé de casquette. J'ai soutenu toute ma vie, je vous dis depuis 40 ans, le président Paul Biya. Certains ont utilisé toutes sortes d'instruments. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu peur qu'à côté du président Paul Biya, il y a un éclaireur. Ils m'ont foutu dehors. Et d'ailleurs, certains continuent à se moquer de moi et portent mon exclusion alors que j'ai été nommé au comité central par le président Biya comme une honte. Mais pour moi, ce n'est pas un échec. Quand je vois les actes que continue à poser le président Paul Biya, je me dis que nous avons eu raison un peu plus tôt sur beaucoup qui prétendent le soutenir aujourd'hui. Puisque beaucoup d'anciens opposants, et surtout des gros intellectuels, je ne reviendrai pas sur leur nom ici, ça dit que c'est de la vomissure. Je ne sais pas si vous imaginez un monsieur qui... On a un frère d'EDA qui écrit justement qu'il n'a aucun respect pour les intellectuels sur les plateaux télé. Oui. Je ne vais pas citer son nom, mais il écrit depuis EDA qui marque un peu sa déception. Professeur, sur cette question-là, vraiment, il y a un gravunzia d'Aindansu, Jacques, j'espère que j'ai bien lu, de Bangana, du côté, dans le bec du canard. Je voudrais insister là parce que c'est important de savoir qui nous regarde là-bas. Avant d'arriver, ils ne savent pas ce que c'est qu'un intellectuel. Vous savez, qui ne sait pas? Celui qui écrit. Non, ceux qui pensent que... Vous savez, même les intellectuels... qu'il y a la vomissure qui sort de la bouche de... Non, je dis qu'il y a de la vomissure qui sort parfois des gens instables. C'est-à-dire, l'instabilité ne concerne pas seulement les intellectuels. Mais dans un pays, c'est comme si vous allez dire, écoutez, si vous dépouillez un pays comme la France, de Voltaire, de Fénelon, de Baudard, de Malraux et tout, il reste quoi? Si vous enlevez au Cameroun, je comprends qu'il y a aussi une machine répressive qui est telle qu'aujourd'hui, l'intellectuel qui parle, on le bousille. Vous savez, moi, je voudrais dire même à certains intellectuels... Est-ce que vous avez peur de parler? Parce que jusque-là, vous n'avez pas donné votre position. Non, non, je vais arriver d'abord. Oui. Parce que c'est important ce débat. Vous savez, moi, j'ai une chance, et je remercie Dieu, c'est qu'il m'a permis d'avoir une assise à l'extérieur qui peut me permettre de manger, de vivre. Ça veut dire que moi, quand j'arrive au Cameroun, je ne viens pas au Cameroun comme un demandeur d'emploi. J'ai un bon salaire déjà en France. Mais je comprends mes compatriotes. Mais regardez comment on a clochardisé mes compatriotes ici. Regardez la promotion des cadres dans les universités. L'université africaine, généralement camerounaise particulièrement, est une université contrôlée. Ça veut dire que tous ceux qui parlent sont virés. Allez un peu voir comment on devient recteur, comment on devient chef d'établissement, comment on devient chef de département. Or, ce que ces gens oublient, ils doivent laisser l'animation à l'université. À
Ahidjo l'a fait. Je me rappelle à l'époque du président Ahidjo, il y avait les Joseph Ouna, les Melonais, les Ngango. Il avait laissé une certaine expression à l'université, jusqu'à une période très récente. Mais aujourd'hui, je vous assure, j'ai par exemple une jeune collègue brillante, Madame Ina Ouna, qui a fait un article sur cette révision constitutionnelle. Mais la pauvre, elle était en larmes quand elle m'a eu au téléphone. On l'a appelée de partout. Vous croyez que quand nous sommes dans une institution comme l'IRIC, ça vous appartient? Vous devez laisser l'IRIC aux intellectuels. L'IRIC s'est construite avec une vision grande, parce que l'IRIC, où nous nous exprimons, sa grandeur relève parce que c'est l'interface académique du président de la République. Mais ils ont confisqué tout. Donc vous comprenez que insulter un intellectuel, même lorsqu'il est de l'opposition, moi ça me fait mal. C'est pourquoi je n'ai jamais accepté que quelles que soient les turpitudes et les prises de position du ministre Kamto, on insulte au moins ceux qui sont dans l'opposition. Si, quand même. Si, quand même. Moi, j'en connais. Par exemple, le ministre Kamto, par ses prises de position politique, il faut reconnaître qu'à un moment donné, on l'a traité tout à l'heure, vous avez vu à l'émission d'opportuniste, il a été ministre, il a été... Moi, je crois que je ne peux pas jouer à ce jeu. D'accord. Parce que être intellectuel n'est pas donné. Vous savez, pour être chef de village, il n'y a pas de concours, hein, ou pour être ministre, vous êtes nommé. Mais pour être un intellectuel, il faut concourir. Charles Demanguier, bonsoir. J'espère que vous lirez mes écrits, je suis en train de le faire. Bonsoir, votre invité de ce soir est biaïste. Il ne peut donc jamais être contre son maître. Nous sommes tous Camerounais. Après Ahidjo, où est situé le Cameroun en Afrique dans la gouvernance? Si le chef de l'État était sérieux, il est sérieux, il aurait fait appliquer l'article 66 et le Cameroun serait bien dirigé. Le cas René Zengelé, modeste comme tous les ministres sous Ahidjo. Le patriarche est très modeste, hein, René Zengelé. Charles dit que peut-être que si on veut améliorer les choses, quel peut être l'impact d'un vice-président alors qu'il y a des problèmes encore de corruption, des articles, même de cette constitution qui ne sont pas appliqués jusqu'à présent? Oui, mais n'oubliez pas une sémantique ironique de sa part. Il veut me discréditer parce que quand j'arrive, je dis que je suis biaïste. Il estime que ça ne vaut plus la peine d'écouter. C'est de la faiblesse. Il faut former les Camerounais. C'est-à-dire, vous pouvez vous lever un matin et dire que vous êtes oumyobéiste, vous êtes kamtoïste, vous êtes biaïste. On doit vous juger sur vos idées. Je vous assure, il me donne là une belle opportunité. Personne n'a critiqué le fonctionnement du système comme les biaïstes, Charles Atebayene et moi. Je vous dis dans l'opposition, personne. Personne n'a critiqué. Vous savez pourquoi? Parce que le biaïsme idéologique a échoué. Vous comprenez? Vous savez, je voudrais quand même être un transformationniste. Ouais, être courageux. Et ça, je remercie beaucoup de Camerounais. Parce que lorsque je suis dans les rues de Genève, de Paris, de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam et de Garoua, il y a des assauts parce que les gens viennent vers moi et me disent professeur orthographe. N'oubliez pas que dans ce pays, il y a eu une période où ils ont élu Charles Atebayene et moi comme les leaders d'opinion les plus aimés par les Camerounais. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne juge pas les gens sur leurs choix, mais sur leurs actes. J'ai été le premier, et je continue à le dire, que le biaïsme idéologique a échoué. Il a échoué. C'est pourquoi, 44 ans après, le président lui-même revient sur une position et dit, finalement, je vais nommer un vice-président. Pourquoi? Parce que, où est passée la rigueur? Elle a foutu le camp. Des courtisans, la duplicité. Mais écoutez, je ne voudrais pas parler de certaines mais personnes. justement, face à ce constat, oui, je suis d'accord. On vous amène donc le vice-président de la République. Oui, est-ce que où est passée la moralisation? Voilà. Où est passée la justice sociale? Écoutez, les piliers, je les récite comme la Bible. Vous savez, il y a eu dans l'histoire même du renouveau, je vais vous dire techniquement quelque chose, mon cher ami. Au contraire, devenez biaïste. Pourquoi? Parce que le biaïsme idéologique, c'est que on veut des Camerounais qui se mettent ensemble pour qu'il y ait la rigueur, la moralisation et la justice sociale. Elle est passée où? Ils ont échoué. Et vous restez biaïste, pourquoi? C'est l'idéologie, c'est le combat. Ça veut dire que Paul Biya, un jour, même après lui, nous allons dire que bien voilà, comme il y a eu des gaullistes, comme il y a eu les lumumbistes, comme il y a eu mais les vous le centralistes. présenterez comment?
on va dire que quelqu'un qui avait une très bonne vision. On va le dire que, voilà, il est venu, il portait des bonnes idées, il n'a pas pu les mettre en marche. Est-ce qu'il faut pour autant laisser ces bonnes idées? Est-ce que c'est faux que dans la plupart de ces visions, on a échoué? C'est la catastrophe. Et ça échoue. Il y a un décalage. En 2018, vous appelez quand même à voter Paul Biya, si on peut. Non, le problème n'est pas à voter Paul Biya. Le problème est l'idéologie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Comment votre donc idéologie qui a de la peine à se mettre en place, écoutez, qui a échoué? Vous savez, j'ai dispensé un cours longtemps appelé Histoire des idées politiques. Vous savez, quand j'entre en amphi, vous savez, j'ai formé 20 promotions déjà des diplomates au Cameroun. Hein. Je vous dis 20. Vous savez, ma plus grande fierté aujourd'hui, lorsque je me balade dans le monde, les ministres conseillers sont mes étudiants, les premiers secrétaires, les deuxièmes secrétaires. Ils peuvent vous dire que quand moi j'entrais, je commençais à leur dire deux choses lorsque je dispensais mon cours de relations internationales. Pour analyser une société, il faut opposer deux dynamiques. Les acteurs et les facteurs. Les acteurs, c'est ceux qui gouvernent. Mais vous avez des éléments qui peuvent perturber la programmation. C'est pourquoi il est important de dire que on peut prendre position. Je ne sais pas si certains parmi vous s'amusent parfois à lire une personnalité politique comme Dominique de Villepin en France. Mais écoutez, il est de droite, il est gaulliste. Mais le décalage entre ce que font les amis de Villepin et ce que pensent de Villepin sont bien différents. Au Cameroun, ne me faites pas croire que je suis le seul à avoir dit à un moment donné que ça ne va pas. Vous avez quand même entendu parler des personnalités comme le ministre Sadi. Vous avez entendu parler des personnalités comme Laurent Esso. Vous avez entendu parler des personnalités, que je peux les citer, et bien d'autres, Lipomotazé, etc., etc., etc. Je pense que dans un pays, regardons... Parce que c'est des personnalités assez paradoxales. Ça ne va pas, mais on est là. Ça ne va pas, mais on ne fait rien pour que ça change. Mais vous savez pourquoi ça bloque? Pourquoi? C'est le chef qui trace le cap. Lorsque quelqu'un vient vous dire que le président a dit que, je parle comme au quartier là, hein, c'est trivial. Le président a dit que il faut faire ceci, il faut faire cela. Même lorsqu'on vous nomme, quelqu'un prend son frère, sa tante, sa mère, son oncle, lui-même décide de vous mettre à la tête d'une institution. Il vient vous dire que vraiment le président m'a dit de vous dire qu'il vous fait confiance. Vous allez me dire que à qui porte cette responsabilité? C'est le président Paul Biya. Mais votre position est des plus complexes. Hein. Pourquoi? D'abord, la plupart des messages qu'on reçoit. Pourquoi? Essayez de décomplexifier votre Parce que les Camerounais aiment la bagarre. Vous êtes biaïste et vous êtes très critique. Je ne suis pas critique. Je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, Paul Biya va faire son temps. Si nous échouons totalement et Paul Biya s'en va, on a une chance de bien recommencer avec quelqu'un d'autre. D'accord. Sur ce quelqu'un d'autre, notamment le vice-président qui pourra, il peut ou comme il ne peut pas, mais restons un peu dans la perspective d'une nomination des vice-présidents et parlons de la question de profil. Beaucoup pensent qu'il devrait être, par exemple, anglophone. C'est une prise de position, mais est-ce que c'est la posture du président de la République? À partir du moment où le président de la République nous a donné un chef de gouvernement anglophone, pendant plusieurs décennies, êtes-vous sûr qu'il voudra encore avoir un successeur anglophone? C'est possible. Mais ça peut aussi ne pas être possible. Mais c'est vrai qu'en cela aussi, je vois un danger. Parce qu'en tant qu'intellectuel, je sais qu'au Cameroun, dans notre historicité politique, lorsqu'on vous parle des vice-présidents, tout de suite, ça nous ramène à la conférence de Fumban. Il faut quand même le dire aux institutionnalistes qui accompagnent le président. Parce que de mémoire, la conférence de Fumban nous a conduit vers un État fédéral. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que notre pays, à ce jour, s'est doté de 4 constitutions. La constitution de mars 1960, cette constitution était intégrée, essentiellement statocentrée vers le Cameroun francophone. Ensuite, en 61, il y a eu l'indépendance de la partie anglophone et nous nous sommes dotés d'une constitution fédérale en octobre 61 et c'est celle qui a construit le Cameroun de 61 à 72.
je voudrais aussi le dire, hein, quand vous nous donnez une belle occasion comme celle-ci d'échanger techniquement sur l'évolution constitutionnelle du Cameroun. C'est la constitution fédérale. Et au regard des prémices et des recommandations de la conférence de Fumban, le poste de vice-président était exclusivement réservé aux anglophones. La troisième constitution du Cameroun, c'est celle du 20 mai 1972. Alors, cette constitution, c'est l'État unitaire. Parce que quand nous avons eu, en 1984, une réforme supprimant la République unie du Cameroun, il faut dire que ça pouvait être une faute juridique. Pourquoi? Parce que les tenants de ce changement décrétoire ont oublié que, en fait, le président Ahidjo avait fait sauter, je lis les travaux de Bernard Fonlon ici, qui était un grand professeur des universités d'obédience anglophone. Fonlon nous a appris que le président Ahidjo a gardé République unie à l'effet de montrer qu'il y a une rupture avec le pacte colonial. Parce que d'un côté, les colons nous ont laissé un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. En marquant uni, c'était la marque d'une transversalité entre deux cultures, une anglo-saxonne et une francophone. Et quand on est donc venu supprimer République pour dire République du Cameroun, les anglophones, selon Bernard Fonlon, et je pense qu'il a raison, ont estimé qu'on venait de tuer une partie de l'histoire du Cameroun afin de les assimiler dans le giron francophone. D'ailleurs, avec le temps, si vous voyez les positions de M. Toumi et de quelques-uns, c'est ce qui fut à l'origine de la crise anglophone. Parce que ce que certains ne savent pas techniquement, je dirais même plus politiquement que techniquement, République unie du Cameroun était une marque indélébile des deux cultures. Ça veut dire que, en supprimant le poste de vice-président au profit du poste de premier ministre, les anglophones avaient estimé que c'était une tromperie. Mais comme il y avait la stabilité, ils étaient essentiellement focalisés vers la présidence de l'Assemblée. Et si vous lisez la constitution du 2 juin 1972 avec rigueur, vous allez voir que à un moment donné, avant la réforme de 1979, qu'ils ont aussi considéré comme un subterfuge politico-juridique, c'est le président de l'Assemblée, en cas de vacances, qui devenait président de la République. C'était ce qui était prévu avant la réforme de 79, de 75. Premier ministre et la réforme de 79. Donc il est important quand même de rappeler ici que, bon, mais le président, on ne sait pas ce qu'il veut nous proposer. Le Cameroun ne marche pas suffisamment bien comme l'attendaient les Camerounais. Et les Biaïs sont les premiers à le dire. Du fait des seigneurs, du fait de la gouvernance des uns des autres, du fait du tribalisme, du fait de la confiscation de certaines visions par des individus, du fait même des détournements de fonds, du fait de tout ce que le président a lui-même dénoncé. Maintenant, lorsqu'il vient nous dire, je vous propose un poste de vice-président, pourquoi lui faire obstacle? Laissons le président. Laissons le président. C'est pas maintenant que nous viendrons dire au président, maintenant on nous dit que c'est manipulé. Franchement, je n'en sais rien. Mais moi, je regarde toujours le président jusqu'au bout. Et je continue à dire aux compatriotes que, parce que l'opposition, elle aussi, d'un côté, n'a pas été suffisamment perspicace, et parce qu'aujourd'hui, le président veut reprendre les choses en main, ça nous coûte quoi? De laisser le président continuer cette affaire, qui pour moi... Il va rester la question de l'opportunité, de l'urgence. Quelle urgence y avait-il à procéder à cela, si ce n'est que pour préparer le matelas de la succession? Il y avait quelle urgence? Nous donner un successeur. Vous êtes sûr que Paul Biya il va le prendre où, ce successeur? Puisque vous dites que dans le RDPC c'est foutu, il y a qui vous dit forcément que tous ceux qui sont au RDPC sont mauvais? Qui vous dit que tous ceux qui sont dans l'opposition sont mauvais? Vous voyez, ce sont ces dichotomies que moi je refuse d'accepter. Les gens se sont radicalisés parce qu'ils sont dans des réseaux, parce qu'ils sont... Mais vous avez continué à cette radicalisation. Lorsque vous parlez des responsables du RDPC aujourd'hui, ils n'ont même pas 1 point sur 10 quand vous parlez d'eux. Non, du moins, vous savez, c'est un problème de casting. Ouais. Je ne vais pas vous dire ici que je suis le meilleur. J'ai eu une chance extraordinaire, Jean-Jacques Zé. Je vous assure, la main sur le cœur, la République nous regarde. J'ai été un collaborateur politique du chef de l'État. Vous savez, celui qui vous parle aujourd'hui, grâce à Dieu, et grâce aussi au président de la République, que lorsque j'ai été coopté au comité central,
Je vous dis, à un moment donné, je travaillais avec le président. Je ne viens pas faire comme certains ici qui vous disent que c'est le président, c'est le président. Non, c'est faux, ils mentent. Le président Paul Biya a une qualité. Lorsque vous occupez certaines fonctions ou certaines positions de pouvoir, il vous laisse prendre des initiatives. Et il vous juge sur cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est la fin de certains Sherpas, des petits malins, de certains seigneurs. Quel que soit le vice qui va être porté à la tête de cette affaire, ça ne regarde pas l'opposition. C'est une bataille et une querelle que le président est en train de régler dans le tourbillon et dans l'escarcelle du pouvoir. Pourtant, dans les motifs, l'exposé des motifs, ce qui est écrit en gras, et on citait là le chef de l'État, nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État, grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Environnement pourri par le vol, environnement pourri par les casques, environnement pourri par les sectes. Vous savez, je vous ai parlé de... Mais si vous êtes chef, je vous ai tout cet environnement-là, dans cet état de délabrement. Je vous ai parlé de Louis XIV, non? Qu'on a appelé roi Soël. Il s'est fait envahir par des seigneurs qu'il avait coupé de tout. Je crois qu'à un moment donné, le président, pour moi... D'abord, n'oubliez pas que ceux qui nous écoutent comprennent que le président s'est dédié. Hein? En 2007, il a dit qu'il n'y a pas de monarchie. Oui. Que le Cameroun n'est pas une monarchie. Pourquoi vous ne faites pas le contraire? Parce que là, nous sommes en train d'aller à la monarchie finalement. Oui, en fait, moi, dans mon analyse, hein, je suis un peu spiritualiste. Je ne vous le cache pas. Je suis spiritualiste, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui croit en Dieu et qui croit aussi à la dimension spirale de la vie d'un homme. Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi le président Paul Biya, 93 ans, plus vieux président du monde, malgré tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait, vient aujourd'hui nous dire, finalement, je vous donne un successeur. Mais parce qu'il a vu le danger. Il a vu le danger et il a compris que cela releverait de sa responsabilité. Et qu'il est temps... Vous pensez que c'est ce successeur-là qui aura le sommeil tranquille? Ah bon? Ce successeur, s'il va être installé, s'il est bien choisi, oui. S'il est bien choisi, parce que c'est la dernière phase. Hein. Si le chef de l'État rate le coach avec ce successeur, je ne dirais pas ce qu'il ne faut pas dire parce que on n'analyse pas la fin d'un chef de manière désastreuse. Ce sera l'irréparable, mais l'irréparable par rapport à sa propre historicité. Le président, je crois, de la République aujourd'hui, je voudrais le dire à ceux qui nous écoutent. Parce qu'on va sortir l'émission dans 4 minutes. Oui, avec beaucoup de sérieux. Est au dernier tournant d'une responsabilité qu'il va porter. Donner aux Camerounais un homme ou une femme qui va l'accompagner afin de réparer ce qui a été abîmé par les seigneurs. Qu'on ne l'embarrasse pas avec les questions communautaires, anglophones. Ça va jouer. Ça va jouer parce que observez un peu le jeu d'équilibre. L'Assemblée est passée à l'ouest. Le Sénat est parti au nord, pas à l'extrême nord. Je voudrais vous rappeler qu'il y a encore une grande vacance. Parce que pour moi, dans les termes de profil, parce que Jean-Jacques, je suis sur votre plateau, je vais jouer franc jeu jusqu'au bout avec vous. Il y aura 2 types de profils à ce poste. Soit quelqu'un qui connaît bien le président, qu'il a préparé et en qui il a confiance. Il va lui dire, prends le relais. Soit effectivement, le président va jouer aux équilibres à l'effet de dire que je veux la stabilité de ce pays. Auquel cas, ça va régénérer une confiance pour que le pays redémarre. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous recherchons. Nous voulons des hommes et des femmes qui aiment ce pays et qui pensent que, quelle que soit la sensibilité des uns et des autres, que vous soyez musulman, chrétien ou catholique, animiste ou autre chose, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il faut sauver ce pays. C'est une option testamentaire finalement. C'est une option testamentaire, vous m'avez compris. Et je vais vous dire que dans les prémices de mes analyses, je viens encore d'avoir raison. Je vous ai offert le livre de 600, presque 700 pages. Il est costaud, hein? Bon, alors, regardez bien. Allez lire le chapitre sur où j'ai parlé du Mysterium Pactum.
tous ceux qui ont acheté mon livre, Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier, allez lire le chapitre sur le Mysterium Pactum. J'ai expliqué ce qui se passe. L'ouvrage de Pascal Messama-Nyamding, 700 pages, Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier, architecte du communautarisme complexe. Vous vous rappelez ici, ce qu'on avait entendu par communautarisme complexe, c'est la capacité, au-delà des partis politiques, à lever les femmes, les jeunes, les handicapés, les musulmans, les chrétiens, le genre, etc. Et je veux vous dire que c'est un pacte mystique. Il y a le mystère de Dieu au Cameroun. Parce que si vous allez chercher la construction historique de l'État, ne lisez pas seulement l'État camerounais sous le seul prisme de l'institutionnalisme. Hein. Les institutions, la démocratie, c'est les choses de blancs. On peut les intégrer. Je ne les occupe pas totalement. Mais restez aussi dans la dimension mystique. Vous comprenez? Parce que pour comprendre un pays, il faut avoir deux projections. Il faut intégrer le visible et l'invisible. Et pour gouverner, il faut aussi intégrer deux projections. Le pensable et les impensables. Je crois que nous sommes dans la dynamique du mystère camerounais. C'est pourquoi je dis, je soutiens ce que le président est en train de faire en tant qu'universitaire, mais je comprends aussi ce qui le conteste. D'accord, c'est maintenant clair. Alors, dans cette approche-là, un biaïste pourrait être un bon vice-président de la République, parce que lui semble mieux comprendre le président. Vous savez, il faut faire attention quand on vous parle des biaïstes aussi. Il y a deux types de biaïstes. Il y a des biaïstes négatifs et il y a des biaïstes positifs. Écoutez, tous ces gars-là, je peux vous citer. Par exemple, si vous me demandez Jean Côté, il est biaïste. Vous me dites Grégoire Ouna, il est biaïste. Positif ou négatif? Vous me dites Famendongo, il est biaïste. Positif ou négatif? Si vous me dites René Sadi, il est biaïste. Si vous me dites Laurent Messou, il est biaïste. Si vous me dites Ferdinand Gongo, il est biaïste. Je peux vous en citer. Mais il faut savoir qu'il y a deux types de biaïstes. Parmi tous ceux que j'ai cités, il y a des négatifs. Des négatifs. Et il y a des positifs. C'est pourquoi dans cet élan, la différence fondamentale entre les biaïstes et les deux autres, c'est moi qui suis le père fondateur du mouvement. Il y a ce qu'on appelle les créatures, portées par une vision et une aile très forte, qui a parlé des créatures. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, même encore, le ministre d'État Jacques Famendongo. Et de l'autre côté, opposé à ce que moi je portais avec Ateba Yene, les disciples. Vous savez ce qu'il y a comme différence entre les disciples et les créatures? Les créatures sont des traîtres. C'est comme Jésus. Vous savez, Jésus a fini sa vie. C'est là où je lève mon instinct d'ancien séminariste. Pour vous dire que spirituellement, ça a été bien pensé. Ceux qui ont trahi Jésus, ce sont les créateurs. Lucifer est une créature. Ce sont les créatures. Vous savez, la créature, écoutez, à un moment donné, elle dit, je suis là, j'ai 1000 ans, j'ai tout eu, je continue à tout avoir, je peux trahir, je peux jouer, je peux entrer dans la duplicité. Mais nous sommes le biaïsme des disciples. Ça veut dire que nous n'avons pas attendu que le président Paul Biya nous donne des postes pour croire en lui. Et les disciples, les 12 disciples, c'est eux qui ont accompagné le Christ. Il est important de finir cette émission avec cette note spirituelle. Parce que le pape arrive. Moi, je suis donc dans le biaïsme des disciples et non celui des créatures. À partir de là, vous allez comprendre pourquoi je pense qu'il faut laisser le président faire jusqu'au bout. D'accord, merci beaucoup professeur pour cet échange très riche. Si on s'en tient aux nombreux témoignages, on a un frère de France qui vous a titillé un peu. Vous dites toujours que vous êtes chef traditionnel, mais vous n'avez jamais donné le nom de votre village. Quand il le dit, je remets ça à Dieu, aux ancêtres. Parce que je ne vais pas jouer à ce jeu. D'accord. Vous comprenez? Mais donnez quand même parce le nom de votre village, tout non? le monde sait que c'est moi qui suis le chef de la ville de Yaba-600. D'accord, Yaba-600. Et s'il ignorait encore, je crois que c'est quelqu'un qui prêche le faux pour connaître le vrai. Je suis de mère Betty et de père Yabassi. Et à Yabassi, c'est ma famille depuis 1790, les Bonabeke, qui sont de la grande famille royale. C'est-à-dire que je ne suis pas comme ceux qui sont devenus chefs et ne peuvent pas vous dire que le père était chef, le grand-père était chef, l'arrière-grand-père était chef. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mais je n'aime pas en parler. Parce qu'en tant qu'initié,
mon défunt père de chef et mon arrière-grand-père, ils m'ont dit, quand tu sors du royaume et tu n'es pas dans la terre ancestrale, ne te fais pas appeler majesté. D'accord. Mais tous les Yabassi qui nous écoutent, je crois que Yabassi, je ne vous parle pas des Yabassi de Brousse, je ne vous parle pas des Yabassiens qui partent de la périphérie pour arriver au centre. Mieux encore, c'est plus facile pour lui de le dire, parce que je suis le chef de la ville de Yabassi, c'est moi qui suis le chef du préfet. Là où réside le préfet d'une camp, c'est moi qui suis le chef. Là où réside le sous-préfet, c'est moi qui suis le chef. Là où il y a l'université, c'est moi qui suis le chef. Voilà. Là où il existe le procureur, je crois que je n'ai pas à faire une propagande là-dessus, parce que je suis d'une grande dynastie, les Bonabékais. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes autochtones de Yabassi, et je n'ai pas usurpé. Comment je suis devenu chef, je peux lui dire. Bikabi Biombe était chef. Ntongo Dibike était chef. Nyamdi Ntongo était chef. Nyamdi Salman, mon père, était chef. Mais Sanga Nyamdi est devenu chef parce que Sa Majesté, Sa Majesté, mon roi de père, a eu 14 enfants. 13 filles, un seul garçon. Je puis même vous dire que nous étions les Ngambike, Batarma, et toute la grande généalogie qui me porte à Yabassi. Parce que je suis un chef populaire et très aimé par son peuple. Hein, vous comprenez pourquoi parfois, lorsqu'il y a des élections à Yabassi, je me permets de décider. Je voudrais ici lui dire que je ne suis pas un usurpateur. Appelez tous les Yabassiens du monde. Ils peuvent vous dire à Internet, vont vous dire que c'est notre prince héritier et nous l'aimons bien. Au contraire d'ailleurs, la politique a beaucoup écorné à un moment donné mon image, surtout dans le RDPC. Mais je leur ai dit, j'assume, vous devez me suivre parce que si j'ai décidé de soutenir le chef de l'État, mon peuple doit aussi me suivre. Donc je ne suis pas un usurpateur. D'accord, merci beaucoup professeur. Je donne rapidement lecture.